Bonjour à tout le monde. Là, je vois que les participants se connectent. Juste pour vous dire que, euh, avant de commencer vraiment le webinaire, vous allez pouvoir interagir avec nous, si vous le souhaitez, en utilisant vous avez un onglet sur le côté, normalement. Vous devez pouvoir l'ouvrir avec une flèche orange. Et vous avez un chat, quelque chose pour les questions. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, envoyez-nous, écrivez-les, vous nous les envoyez et nous ferons des réponses à la fin du webinaire. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un peut essayer de nous envoyer une première question, nous dire par exemple où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous nous écoutez, parce que là on voit que vous vous connectez, vous êtes déjà assez nombreux à être connectés, mais on ne sait pas du tout qui vous êtes, hein, on ne vous voit pas. Donc, Voilà, donc est-ce si vous pouvez voilà, dire, un voilà, de volontaire voudrait Tunisie, envoyer une première question? on a Saoussen de Tunisie, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à dire d'où vous connectez. Alors, le son est coupé, mais vous pouvez écrire Je reconnais, salut Stéphane Garin de Brasilia. Voilà, on a de Roumanie, Mounir d'Algérie. On a Pascal qui est au Chili. On a la Roumanie qui est présente. Très international. Voilà. On a la Colombie également, le Liban encore, un petit clin d'œil pour Cynthia. Il y a Montréal, aussi. la Turquie, il y a Istanbul qui est là, Londres. Ah, on a également donc des petites Antilles, Trinité et Tobago. Ah, Eh oui, oui, oui. Quand même, on a quand même les Caraïbes. bah oui, La Caraïbe ce est serait dommage. présente. La Roumanie, Paris. Ah oui, il y a Paris quand même aussi, voilà, tout à fait. Voilà, donc on a, voilà ça, la Martinique, la Jordanie, la Guadeloupe, là, les voisins sont là. Voilà, l'Argentine, la Belgique, le Maroc. C'est vraiment très, très varié. Ça fait plaisir hein, de voir du monde qui vient de partout. Voilà. Alors, je vais peut-être dire deux mots sur le Oui, cadre hein, de pourquoi nous organisons ce webinaire. Hein. Donc, je vais vous présenter les trois intervenants dans quelques instants, mais je voulais déjà les remercier d'avoir pris du temps et d'avoir voulu se prêter à ce petit exercice. Donc, ça rentre dans le cadre d'un des cours du master de didactique du FLE de l'Université des Antilles. C'est le cours que j'anime qui porte sur la méthodologie de la recherche. Donc, c'est un cours d'initiation hein, de Master 1 aux techniques de recherche en didactique du FLE. Et un des exercices, c'est d'essayer de concevoir un projet de recherche. Et j'ai noté que plusieurs étudiants s'intéressaient à la question de la classe inversée. Et ça me semblait être une bonne idée de faire venir trois spécialistes qui ont publié en 2019 un ouvrage à ce sujet pour échanger avec eux sur qu'est-ce que c'est que la classe inversée et qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche dans ce domaine. Donc, ce serait une première vidéo qui est destinée ensuite à rester dans le cours et puis d'autres vidéos suivront ensuite avec d'autres spécialistes sur d'autres sujets. Donc, je pense que je peux peut-être commencer à vous présenter. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? On attend encore un petit peu? oui, oui. Bon, je pense qu'on peut y aller. Voilà, ça fait, oui, il est 34. Oui, je pense qu'on peut y aller. Très bien. Alors, je vais présenter donc les trois intervenants par ordre alphabétique. Donc, je commence par Cynthia Head. Cynthia Head est vice-présidente de la Fédération internationale des professeurs de français et chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Elle est présentement doyenne de l'école de formateurs et directrice de la pédagogie et de l'innovation au sein du groupe IGS. Cynthia Head est également professeure de didactique
de FLE et français langue seconde, et elle est passionnée par l'enseignement. Elle a exercé dans le Canada francophone, Université de Montréal, et anglophone, Université d'Ottawa. Aux États-Unis, en Californie, dans le Vermont, en France et au Moyen-Orient. Elle a aussi eu des responsabilités administratives, telles que directrice de l'école française de Middlebury aux États-Unis, conseillère pédagogique au vice-rectorat adjoint des études à l'Université de Montréal au Canada et vice-présidente aux relations internationales au Liban. Elle a 2 doctorats, un en sciences de l'information et de la communication qui portait sur l'ingénierie de l'enseignement, apprentissage et langues étrangères, Université de Lille, et un doctorat en droit international public de Paris 5, la Sorbonne. Et elle a publié de nombreux ouvrages et articles en pédagogie. Philippe Lyria a été enseignant et coordinateur FLE en Alliance française. Il est aussi formateur de formateurs. Il est auteur-concepteur de manuels FLE et il a coordonné comme éditeur des collections d'ouvrages en FLE. En 2014, il a rejoint l'équipe de CLE International en tant que délégué pédagogique. Il intervient régulièrement aux 4 coins du monde dans le cadre de congrès de professeurs de français, de journées pédagogiques ou de séminaires autour de sujets portant sur les changements dans la classe de langue, les nouveaux paradigmes d'apprentissage, la classe inversée, l'approche actionnelle en classe de langue, la classe du numérique en FLE, la médiation, etc. Depuis le début de la crise sanitaire, il organise et anime de nombreuses visioconférences pour les professeurs de FLE du monde entier. Alors, il est très présent sur les réseaux. Vous pouvez le suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Alors, tout ça, peut-être qu'on pourra donner les petites adresses sur le chat. Et il a aussi un blog d'actualité FLE que l'on peut trouver sur WordPress qui s'appelle le blog de Philippe Lyria. Vous trouverez ça avec Google. Et enfin, Marc Audoux, qui est formateur de formateurs, consultant et fondateur de Modou FLE et Modou Formation. Il travaille depuis plus de 15 ans sur le thème des compétences des enseignants à l'ère du numérique. Il a conçu, réalisé et géré des projets numériques pour différencier différentes institutions et maisons d'édition, pour différentes institutions et maisons d'édition. Il a notamment occupé des postes de professeur de FLE en Espagne, conseiller TIS au lycée Saint-Benoît d'Istanbul, directeur des cours à l'Institut français d'Haïti et est intervenu dans plusieurs pays en tant qu'expert sur le thème de l'intégration du numérique et la classe inversée. Il a été responsable de la première et seconde édition du Printemps numérique international à Istanbul et a lancé et co-organisé en Roumanie le PIF, le Printemps de l'innovation du français en 2017 et 2018. Voilà. Et bien sûr, les 3 sont co-auteurs d'un ouvrage. Alors, dans le cadre de Marc Audoux, il a publié un ouvrage qui s'appelle Pratiques et projets numériques en classe de FLE, qui est international, mais les 3 intervenants ont tous rédigé, co-rédigé un livre qui s'appelle La classe inversée. On le voit derrière Philippe Lyria. Je ne sais pas si tu peux le rapprocher de l'écran. Voilà. Voilà. C'est tout neuf, hein, ça date de 2019. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que vous étiez les meilleures personnes pour nous parler de cette question. Vous avez une présentation du livre dans Documents à distribuer qui se trouve juste à côté du chat, hein, si vous, dans la petite interface. Alors, on va peut-être commencer par la classe inversée. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour un néophyte, qu'est-ce que c'est la classe inversée? Peut-être Cynthia, si… Bonjour à toutes et à tous et merci encore à Stéphane de cette invitation qui nous honore donc au sein de l'Université des Antilles. Bonjour à ses étudiants s'ils sont là et bonjour également à tous les participants qui nous viennent de partout dans le monde. Par rapport à la question de Stéphane, qu'est-ce que c'est que la classe inversée d'une façon simple? Je dirais que la classe inversée est une des pratiques des pédagogies actives qui conduit justement les apprenants vers une plus grande autonomie. Ce que j'entends par apprenant ici est un terme générique pour désigner les élèves, les étudiants de tout niveau d'apprentissage, que ça soit vraiment de la maternelle jusqu'à l'apprentissage des seniors. La classe inversée se nourrit, entre autres, de la démarche inductive, de l'approche actionnelle, hein, qui a été mentionnée tout à l'heure, et de la pédagogie par projet,
qui responsabilise justement l'apprenant dans son apprentissage. Alors, du côté de l'enseignant, il dispose de plus de temps à consacrer au soutien dont chacun et chacune de ces apprenants et de ces apprenantes a besoin justement pour réussir. On peut parler d'ailleurs des classes inversées. Et il est plus juste de parler des classes inversées que de la classe inversée au singulier. Pourquoi ce pluriel? C'est parce qu'il n'y a pas un seul modèle pour inverser sa classe. Il y a autant de classes inversées que d'enseignants facilitateurs inverseurs, même si pour la facilité du langage, on va l'utiliser au singulier. Mais justement, souvent, on découvre que les enseignants font de la classe inversée sans le savoir, donc un peu comme Monsieur Jourdain, et je suis sûre que parmi vous, il y a énormément de personnes qui travaillent dans une modalité de classe inversée, donc il n'y a pas un seul modèle de classe inversée à suivre. On peut parler aussi, au lieu de classe inversée, on peut parler de pédagogie inversée, d'apprentissage inversé, etc. Donc, pour répondre à la question de Stéphane, encore une fois, je préfère faire peut-être cet exercice sémantique de dire ce que la classe inversée n'est pas. Donc, avec deux éléments, la classe inversée n'est pas un ensemble d'apprenants qui travaillent seuls de façon non structurée. Et le deuxième point, la classe inversée ne remplace pas l'enseignant ou l'enseignante par des capsules vidéo. Donc, si maintenant on se penche sur la définition, comme son nom l'indique, la classe inversée vient inverser le paradigme. En général, ce qu'on fait, on va à l'école, on va à l'université, on va dans un centre FLE, etc. On écoute l'enseignant, bien sûr, il y a des activités qu'on fait, mais la plupart du travail est fait à la maison. Donc, on part de ce cours et on a des travaux à réaliser chez soi. La classe inversée est venue dire, bah, écoutez, si un apprenant est bloqué dans son travail, chez lui, il n'y a personne pour l'aider. Bah, souvent, bon, les parents, ils peuvent aider un peu quand on est dans un niveau primaire, collège. Bon, mais sinon, si on n'a pas un enseignant privé pour nous aider, l'apprenant demeure en fait en difficulté seul. Et la classe inversée est venue dire, ben, on va inverser le paradigme. Ce qu'on va faire à la maison, c'est les choses simples. Ça veut dire ben, lire un petit chapitre de texte avec quelques questions très ciblées et très orientées, ce qu'on appelle une feuille de route, ou bien on va visionner une petite capsule vidéo sur une thématique, ce qui fait que l'apprenant, quand il arrive en salle de classe, il est exposé à la matière. Il ne vient pas, il ne sait pas de quoi l'enseignant va parler, donc il s'est familiarisé, entre guillemets, avec la matière. Il y en a qui lisent tout, il y en a qui lisent un tout petit peu moins, mais bon, il n'est pas, voilà, il ne vient pas d'une façon attentiste. Et ce qui va se faire en classe, c'est un approfondissement de la matière. Donc, on va se pencher davantage sur des activités, plus d'analyse, plus de travail de groupe. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que Marcel Lebrun appelle, Marcel Lebrun qui a rédigé en fait la préface de notre livre, il appelle ce type la classe inversée de type 1. Ça veut dire justement, on voit la théorie, les règles de grammaire, les règles de conjugaison, ce que c'est qu'un schéma narratif. On voit un concept comme c'est quoi la francophonie, quels sont les pays francophones, quelle est la politique de la francophonie, etc. Donc tout ça, on le voit à la maison. Et en classe, on part sur un approfondissement du contenu avec le groupe ou seul. Hein. Donc il y a deux modalités, soit on peut travailler d'une façon individuelle, soit travailler avec le groupe. Alors bien sûr, si il nous reste du temps, je pourrais tout à l'heure peut-être parler du type 2 et de type 3 des classes inversées. Mais pour bien comprendre la classe inversée, il y a une question qu'il faut se poser. Donc, quel est ce que l'enseignant se pose hein, et quel est le mieux, quel est le meilleur apprentissage pour mes apprenants dans ma salle de classe? Et pour répondre à cette question, peut-être passer en revue rapidement 5 points. Le premier, c'est le rapport à l'espace et au temps. Il est force de constater que le rapport est modifié entre le temps en cours et le temps de travail à la maison. La classe, qu'elle soit en présentiel ou en virtuel, hein, de plus en plus nous sommes en virtuel en ces temps de pandémie, donc cette classe mise sur une
meilleure exploitation du temps de présence. Ça veut dire que du côté des enseignants, le plus souvent, on les entend se plaindre de dire « Ah, j'ai pas suffisamment de temps pour finir mon programme ». Souvent aussi, les enseignants, ils ne font pas le deuil du contenu. Hein, ils doivent parcourir leur manuel, leur livre, de la première page à la dernière page hein, pour couvrir vraiment tout le programme. La classe inversée vient libérer ce temps et rend l'espace un peu plus flexible. Comment elle le fait? Ben justement, l'enseignant dans une classe inversée a un rôle de facilitateur, donc il change de posture, il ne porte plus tout sur ses épaules. Alors lui, ce n'est plus l'enseignant, l'enseignante qui donne les définitions, qui donne les concepts, qui donne les règles de grammaire, etc. Son rôle est plus l'ingénierie pédagogique. Ça veut dire son rôle est de mettre les apprenants dans des situations de travail avec une démarche, le plus souvent une démarche inductive, je dirais, pour justement les aider à retrouver la règle ou les aider à retrouver le concept en question et approfondir le contenu. Donc l'idée est que les apprenants sortent du cours en classe inversée, du cours de FLE, avec une véritable maîtrise des compétences et non pas juste je m'expose et je fais le travail à la maison. Pour l'apprenant, côté espace et temps, il est d'abord exposé à la matière, comme je viens de le dire, mais aussi il y a des travaux de groupe. L'apprenant sort de son isolement et revient sur des incompréhensions éventuelles. Et donc, justement, la classe et le temps sont revus autrement. Je ne sais pas si, Stéphane, je continue ou tu as des questions? Peut-être, parce que je pense qu'ensuite, on va rentrer peut-être plus dans les détails dans les interventions suivantes, mais j'avais quand même une question, parce que là, tu as présenté le principe en général, hein, mais l'enseignement d'une langue, c'est particulier. Est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que la classe inversée peut être utilisée pour apprendre une langue et pour apprendre notamment le français langue étrangère? Alors, mais justement, en fait, quand j'ai commencé à parler de la classe inversée en 2005, j'étais à l'Université de Montréal et autour de moi, on me disait ah mais ça va pas, qu'est-ce que tu vas faire en FLE, en cours de FLE, tu vas donner donc tu vas donner une classe inversée. Dans le temps, bien sûr, on l'appelait pas classe inversée, je reviendrai un peu sur ça plus tard, mais pour moi, quoi de mieux qu'une classe inversée pour apprendre le français dans une classe de FLE? Justement, au lieu que l'enseignant parle, ben, lui, il maîtrise la langue déjà, il maîtrise les stratégies. Il n'a pas, enfin, c'est vraiment le rôle, c'est que l'apprenant soit acteur de son apprentissage. Et comme je l'ai dit, quand j'ai commencé à appliquer, donc entre guillemets, cet enseignement, au Canada, ça existait déjà, mais ça existait d'une façon, si vous voulez, auprès des matières scientifiques. Ça existait justement en chimie, en mathématiques, etc., etc. Moi, mes étudiants étaient des anglophones, des immigrants le plus souvent, des allophones ou des anglophones, et ils devaient parler, ils devaient vraiment être en action, ils devaient parler français, ils devaient justement parler le français pour trouver du travail sur le marché francophone. Donc, j'avais une quarantaine d'apprenants et j'avais la chance d'avoir, je dirais, 27 nationalités en salle de classe. Et il fallait justement que je les intéresse tous et que je leur apporte des outils pratiques. Donc justement, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Dans le temps, on testait dans le département une nouvelle méthodologie et j'ai dit, bah, très bien, moi, je veux bien me lancer. Et dans ce cas-là, justement, je leur ai expliqué les règles du jeu parce que c'est important quand même d'expliquer la règle du jeu, que j'aurais pu leur donner des cours d'une façon traditionnelle, transmissive, simple, et que après je leur pose des questions toutes simples. Mais ce que je préférais faire avec eux, c'était plus des activités de créativité, d'écriture, de comparaison, d'évaluation, etc., etc. Surtout des travaux où ils sont en contact avec le monde francophone, avec la communauté francophone. Peut-être aussi dans la salle de FLE. Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je pense que on pourrait peut-être revenir sur la question des motivations. Hein. Pourquoi enseigner en inversant la classe, hein, même si c'est un sujet que tu as déjà
vu, mais peut-être de manière un peu plus approfondie. Je crois que Philippe, tu pourrais peut-être intervenir sur cette question de les motivations de l'enseignant pour l'inversion de la classe. Eh bien, peut-être que dans un premier temps, je dirais d'abord des motivations liées au nouveau, avec un X contexte, de nouveaux contextes d'apprentissage et d'enseignement que nous connaissons quand même déjà depuis 15-20 ans, tout ce qui est lié en fait déjà avec l'apport du cadre européen. Et je crois que c'est important de le souligner parce que dès cette époque-là, on renforçait des aspects comme l'autonomie d'apprentissage, qui n'était pas nouvelle, mais qui apparaissait véritablement, je dirais, noir sur blanc dans un document, qui mettait en avant le rôle justement de cet enseignant guide également. Et puis, évidemment, toujours avec le cadre, la démarche actionnelle avec une mise en avant du projet. Et si on regarde justement un petit peu la mise en pratique de tout ça, on sait, et je ne veux pas refaire un petit peu tout l'historique, mais on sait combien il y a eu une sorte de fossé qui maintenant, je crois justement, un fossé qui est en train de disparaître. Il y a eu un fossé entre, on va dire, ces recommandations du cadre d'un côté et la possibilité véritablement de mettre en pratique ces projets, cette pédagogie du projet dans l'enseignement des langues, en fait, et en particulier du français langue étrangère. Et je crois que quand on a commencé à s'intéresser, à regarder donc de plus près la classe inversée, on s'est dit, en tout cas moi je sais que à l'époque, donc c'est vers 2012 quand j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, je me suis dit mais voilà peut-être en fait la solution qui n'était pas quelque chose de, comment dire, c'est pas quelque chose de révolutionnaire parce que, comme le disait Cynthia tout à l'heure, la classe inversée, sans porter ce nom-là, est une pratique que l'on avait déjà d'une certaine façon. Mais nous avons eu des outils qui sont venus se greffer dans nos pratiques de classe, et ça s'est accéléré en plus en 2020, mais des outils comme justement les outils autour d'Internet, du numérique, la possibilité de filmer ou d'enregistrer beaucoup plus facilement, les plateformes, avec une démocratisation quand même des plateformes à travers Moodle notamment. Eh bien, tout ça a permis certainement d'envisager, presque d'obliger le professeur à avoir une nouvelle motivation, c'est-à-dire celle de faire la classe différemment. Et la classe différemment, c'était quoi? Eh bien, si je veux mettre en place un projet, il faut, si Cynthia l'a déjà mentionné, libérer du temps. Parce que c'était quand même un des gros problèmes que nous avions. Et moi, je me souviens quand on parlait des projets ou des tâches finales à réaliser, on disait, ah oui, mais c'est bien joli, mais moi, j'ai encore tout un programme à faire. Comment je vais pouvoir réaliser ce projet parce qu'on ne m'a pas, comment dire, on ne m'a pas changé mon programme. Donc, comme on n'avait pas changé mon programme, c'était pas j'ai un programme, mais on va le faire différemment parce qu'il faut aussi que je fasse le projet. Non, non, c'est que je continue à avoir mon programme et on me greffait là-dessus un projet. Donc, ça pouvait être même, je pouvais dire, au niveau de la motivation, ça pouvait même être une façon de perdre toute la motivation parfois, de se dire, oui, mais moi, leur perspective actionnelle, j'en veux pas. Et je crois que la démarche de la classe inversée, justement, a permis de donner des pistes de travail. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais des pistes de travail, justement pour pouvoir se dire, bien voilà comment nous pourrions peut-être envisager d'évacuer certaines parties de ma classe traditionnelle en dehors de la classe pour pouvoir, dans mon espace classe, aujourd'hui on dirait dans mon moment synchrone, réaliser peut-être des projets. Je crois que c'est un des points importants de la motivation. Très bien. Merci beaucoup. On pourrait peut-être aller un petit peu plus loin justement sur la façon dont comment faire la classe inversée. Qu'est-ce qu'on y réalise dans le domaine du FLE. Je ne sais pas si Marc, tu veux intervenir sur ce point.
Oui, je voudrais comment faire. Alors déjà, je voudrais revenir un peu, poursuivre un peu ce qu'a dit Philippe. De manière exagérée, moi je dirais que la classe inversée, pour moi, c'est de l'anti-robotisation. C'est-à-dire, au lieu, le professeur qui vient, bon, c'est schématique, on imagine le style classique, traditionnel, le professeur arrive devant sa classe, il donne son cours, il parle, les élèves écoutent, il s'en va. Il redonne son cours, il parle, les élèves écoutent, il s'en va. Et il répète ça pendant des mois, des années, etc. Là, le dispositif classe inversée, il oblige l'enseignant à réfléchir sur dans quelles conditions est-ce que les élèves apprennent véritablement quelque chose. C'est-à-dire, ça devient pour lui une démarche, on va dire, expérimentale, où à travers le dispositif classe inversée, on verra que, bon, justement, dans le comment faire, comme la classe inversée se fonde sur une méthode active, donc l'enseignant doit se demander quel groupe il va mettre en place dans sa classe. Il va devoir gérer des groupes de niveau dans sa classe. Donc ça fait partie de la méthode active de la classe inversée. Elle est centrale dans le thème de la classe inversée. Et en amont, comme l'a dit déjà Cynthia, en amont, le type 1 de la classe inversée, c'est en général, c'est par là qu'on rentre quand on débute la classe inversée, c'est on conçoit, on réalise des capsules vidéo. Alors, capsule vidéo, c'est-à-dire une vidéo pédagogique, une vidéo qui traite d'une notion, d'une leçon. Ça peut être, par exemple, savoir se présenter, demander un menu dans un restaurant, etc. C'est cette vidéo-là qu'on va donner. Et donc, au lieu d'expliquer des notions, par exemple, dans cette vidéo-là, on va expliquer comment construire le passé composé. Au lieu d'expliquer ça devant la classe, l'élève va le voir à la maison. À la maison, on dit aussi hors classe. Parce que vous savez qu'avec les dispositifs dont on dispose, il peut regarder la vidéo, il peut la regarder depuis un smartphone, depuis n'importe où, etc. Donc, cette vidéo-là, ensuite, qui va être conçue et réalisée par l'enseignant ou trouvée sur Internet. Alors moi, je dis toujours, je vous conseille toujours de concevoir, réaliser votre propre vidéo parce que déjà, la vidéo que l'enseignant conçoit, elle est adaptée complètement au contexte d'enseignement dans lequel il est. Et aussi, il faut dire que les élèves sont toujours plus friands de vidéos réalisées par l'enseignant. Donc ça, il faut le dire. Et alors, pour cette vidéo, il faut construire, donc ça, on l'explique dans le livre, il faut construire un script, un storyboard, vous savez, avec des PowerPoint qu'on agente, etc. Il faut donc écrire le script audio. Ensuite, on prend la capture vidéo de ce PowerPoint. Et la question qui vient ensuite est comment je sais, moi, enseignant, que les élèves, les étudiants ont visionné cette vidéo. Donc, à cette vidéo, et là, on est dans le comment faire, à cette vidéo, on associe ce qu'on appelle une feuille de route. Donc, la feuille de route, ce sont des questions qu'on va poser à propos de la vidéo pour savoir comment l'élève a compris, l'étudiant a compris la vidéo. Donc, on pose des questions. Et donc, avant d'arriver en classe, l'enseignant aura à sa disposition les réponses de ses étudiants à cette vidéo. Et par rapport à ces réponses, déjà, il va avoir des indicateurs de compréhension des étudiants. Et par rapport à ça, il va les distribuer dans ce qu'on appelle aussi des îlots, c'est-à-dire des groupes de niveau, où il va mettre, par exemple, le très bon, donc il va le mettre avec des activités donc, de plus haut niveau, des tâches de production, par exemple. Les élèves qui ont des difficultés, donc ceux-là, on va peut-être les ramener à faire des exercices pour mieux comprendre la notion, etc. Donc, ça demande tout un travail donc, de la part de l'enseignant de gestion de classe. Donc, vous comprenez que là, on ne peut plus remplacer l'enseignant par un robot, puisqu'il doit donc penser tout un dispositif en amont, etc. Donc, moi, je donne toujours l'exemple du professeur d'histoire. Moi, je pourrais très bien donner une très belle conférence donnée par un prof d'histoire. Je ne suis pas prof d'histoire, je lis la conférence, je pourrais passer pour un excellent prof d'histoire. Maintenant, si on me demande de mettre en place des groupes, un dispositif historique avec des rôles historiques, etc., définir une époque, et on va dire, voilà, toi, tu joueras le rôle de tel, toi d'un tel, et tu vas… Bon, je dois être prof d'histoire. Je n'ai pas le choix. Donc là, on ne peut pas, entre guillemets, tricher. Donc là, je trouve que le comment faire, ça a trait au dispositif classe inversée qui me paraît aussi très intéressant pour la motivation, on en parlait, pour la motivation de l'enseignant aussi. Donc, c'est important pour l'enseignant d'arriver en classe et de se sentir motivé. Et juste pour finir, je dirais, si vous débutez la classe inversée, ne le faites pas avec des élèves que vous ne connaissez pas. Donc, commencez par une classe que vous connaissez et essayez de le faire petit à petit. Voilà, de doser un peu le classe inversée. Et il y en a pour qui ça marche très bien et qui vont à fond, d'autres qui en font de temps en temps. Voilà, j'arrête là. Sinon
Tout à fait. Merci. Alors, si je peux ajouter justement par rapport à ça, et c'est lié à la motivation justement de l'apprenant va passer par une phase graduelle. En fait, on ne peut pas imaginer que tout d'un coup, comme cela, on puisse bousculer des habitudes d'apprentissage. On sait que les profils sont multiples, hein, les différents profils de nos apprenants, et donc il faut aussi les habituer à intégrer cette nouvelle démarche. D'autant que l'on sait qu'il y a dans certaines régions du monde on va dire cette habitude d'attendre que le professeur arrive avec le savoir ou une sorte de science infuse. Donc, comment faire comprendre à l'élève que c'est lui qui va maintenant peut-être apporter des contenus. Et autre chose, important aussi d'impliquer dans le cas des plus jeunes, pour que ça marche, donc pour qu'il y ait motivation. Moi, quand je pense motivation, je pense toujours c'est vraiment cette idée de moteur, hein, de mise en marche des choses, hein, pas forcément de faire des choses passionnantes, mais qu'il y ait envie quand même de les faire. Eh bien, il faut aussi impliquer les parents pour les plus jeunes, pour que les parents comprennent pourquoi on va modifier cette façon et d'enseigner et d'apprendre. Je crois que c'est important. Et puis aussi dans quel que soit d'ailleurs le niveau, je dirais la direction ou l'administration de l'établissement pour qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose de farfelu, mais qu'il y a toute une méthodologie à mettre en place derrière pour que ça fonctionne. Et finalement, et j'arrête là-dessus, il faut aussi prendre en compte que tout n'est peut-être pas inversable. Il y a peut-être certains moments de la classe qui le sont plus que d'autres, et en fonction aussi des niveaux. Ce n'est pas la même chose d'inverser peut-être certaines activités à un niveau A1, où ce sera en plus peut-être plus limité, et d'inverser sur des niveaux B1, B2, et a fortiori évidemment sur des niveaux de C1. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il ne s'agit pas tout d'un coup, maintenant, allez, voilà, c'est la mode de l'inversé, donc de la classe inversée, donc on va tout inverser. Non, surtout pas. Hein, surtout pas, et je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus non plus. Et par rapport aux attentes apprenants, pardon, pour poursuivre ce que dit Philippe, j'aime bien donner cette anecdote parce que c'est du vécu. J'étais au lycée d'Istanbul et puis un élève vient me voir à mon bureau et me dit « Monsieur, ça ne va pas ». Je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Le professeur pratique la classe inversée. Mais quel est le problème? Et il me répond « C'est que maintenant, nous sommes obligés de travailler en classe. » Voilà, alors j'ai dit « Tiens, ben oui, ben vas-y, va travailler en classe, c'est bien. » Donc, il y a aussi cette attente-là des apprenants d'écrire. Moi, j'ai gratté. Et pendant qu'on gratte, on peut penser aux vacances, à la récréation. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà, je voulais juste ajouter cette anecdote. Parce que alors, nous faisons cette échange dans le cadre du cours de méthodologie de la recherche. Hein, et une des interrogations que se posent les étudiants, c'est si je veux faire une recherche autour des questions de la classe inversée, qu'est-ce que je peux faire? Quel angle choisir? Alors, Cynthia, je pense que toi, tu diriges plusieurs recherches en ce moment autour de ces questions-là. Alors, quelles sont les thématiques qui remontent? Comment on peut aborder ce sujet si on veut faire une recherche de master ou une recherche de doctorat? Oui, absolument. En fait, peut-être juste avant d'aborder les thématiques de recherche, juste dire que la presse, c'est vrai, elle a mis en valeur ce phénomène des classes inversées d'une façon très récente, hein, 2007 dans le monde anglophone et francophone 2012. Mais on voit qu'il y a beaucoup de séminaires, de colloques, de journées d'études, hein, qui justement démontrent cette ampleur à la fois au niveau du nombre d'enseignants et d'apprenants, hein, des étudiants en master et en thèse, qui s'intéressent justement, voire qui s'investissent, hein, dans la variété des pratiques qui sont présentées. Moi, je dirais aussi que la classe inversée est devenue comme un best-seller dans le domaine de la didactique du FLE. Plusieurs de mes thésards donc, se sont intéressés et puis des étudiants en master sur le sujet. Souvent, je suis en co-direction. Donc, j'ai une étudiante, par exemple, australienne qui travaille sur la classe inversée en classe de FLE comme une solution à la pandémie et au décrochage scolaire. Et justement, elle essaye d'identifier les points forts
mais également les éventuelles défaillances de la classe inversée quand les étudiants se débrouillent, entre guillemets, seuls face à leur ordinateur à la maison. Donc, qu'est-ce que cette pandémie, comment l'hybridation a apporté donc un visage. De toute façon, la classe inversée est une classe hybride, par nature, elle est hybride, comme on l'a montré tout à l'heure. Mais là, elle travaille davantage donc sur cet angle d'hybridation. Qu'est-ce que ça apporte cette pandémie? Est-ce que éventuellement il y aurait un visage différent avec cette pandémie de la classe inversée? Une autre thématique pour une étudiante palestinienne, c'est l'analyse de l'influence de la classe inversée justement dans l'apprentissage de la langue française aux apprenants en difficulté en Palestine. Donc là, elle s'oriente, sa problématique, c'est justement l'individualisation de parcours. Au XXIe siècle, on parle que c'est vraiment la clé de la pédagogie, c'est comment est-ce que j'individualise un parcours, comment est-ce que je différencie un apprentissage, parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon. Et bien justement, elle se penche sur cette question, comment la classe inversée peut être une clé justement de réussite en individualisant le parcours. Il y a d'autres questions aussi d'une étudiante iranienne justement qui regarde cette posture d'inversion de rôle en Iran dans un système qui est totalement, je dirais, traditionnel. Donc, on sait que la classe inversée, elle mélange les deux. C'est pas, elle se définit pas, comment dirais-je, par opposition à l'enseignement classique, loin de là. Elle mélange les deux, elle essaye de tirer les meilleures parties des deux. Et là, cette étudiante, justement, essaye de voir comment introduire une classe inversée dans le système éducationnel iranien, justement, qui pourrait constituer une véritable, pour elle, révolution éducative. Donc voilà. D'autres questions d'étudiants, donc justement sur ce mariage du numérique sur la classe inversée en FLE aussi, qui se posent dans leur problématique de thèse. Alors, à mon avis, ce qui manque peut-être excite à des étudiants à l'Université des Antilles qui souhaitent peut-être aller sur une recherche un peu ambitieuse, je dirais. Moi, je rêve justement de co-diriger quelque chose dans le sens où ce qui manque en ce moment, c'est une étude, je dirais, méta-analyse sur les recherches actuelles. Donc, prendre une centaine de recherches qui ont été faites et justement prendre du recul et mettre en valeur si la classe inversée change les résultats. Parce que souvent, on dit oui, c'est bien, ça tire les élèves qui sont en difficulté vers le haut. Et tous les enseignants qui ont essayé la classe inversée ne jurent que par la classe inversée, et d'autres qui disent bon, elle n'a rien de magique, ça a toujours été le cas. Mais justement, une analyse dans ce sens, une méta-analyse qui voit justement ces apprenants qui ont des difficultés, comment est-ce que la classe inversée a changé, entre guillemets, leur apprentissage, mais aussi leur vie. Donc ça, c'est grosso modo ce que je dirais sur, bien sûr, à part les étudiants que je dirige, si on fait un tour sur l'écran, on voit qu'il y a énormément de mémoires qui sont faits et de thèses sur la question. Alors assurément, dans notre livre, nous, on était peut-être parmi les premiers à se pencher sur la classe inversée en FLE, parce qu'il y a beaucoup de livres sur la classe inversée, mais on était le premier, nous, au-delà d'écrire un article, mais d'écrire un livre prêt en main, mais tout à l'heure, peut-être qu'on abordera la question. Voilà. Je pense qu'on peut même l'aborder maintenant. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la classe inversée en FLE, qu'est-ce qu'il va trouver dans votre ouvrage? Bien, alors, premièrement, il va, comment dire, on va retrouver plusieurs parties. D'un côté, et c'est nécessaire justement, une partie plus théorique, absolument nécessaire pour pouvoir bien comprendre comment cette classe inversée arrive. On va y revenir. Une autre partie plus pratique et technique aussi, liée à l'élaboration notamment des capsules vidéo et de tout ce qui va autour de ces capsules vidéo. Et une dernière partie aussi très importante que sont les témoignages. C'est-à-dire comment concrètement des professeurs de français ont pu mettre en place cette classe inversée. Alors, concernant la première partie, introduite, alors ça je tiens quand même à le dire, et on en est, je crois qu'on en est très fiers parce que on a quand même une préface
signé par Marcel Lebrun. Marcel Lebrun, et j'invite tous les participants à ce webinaire à consulter, s'ils ne le connaissent pas, à consulter son site, à retrouver ses ouvrages, comment dire, à écouter ses conférences qui sont disponibles, hein, on les trouve facilement sur Internet. C'est absolument intéressant tout ce qu'il nous explique, non pas sur la classe inversée, mais véritablement justement sur quelque chose d'important, sur, je dirais, l'apprentissage, la motivation et donc la nécessité de réfléchir à comment enseigner différemment pour pouvoir motiver, avec entre autres évidemment donc la classe inversée, mais que lui, et d'ailleurs il le dit dans une de ses conférences, il y revient souvent, que lui pratiquait avant même l'apparition des technologies, parce qu'il y a peut-être un petit point qu'on a oublié de dire, ce n'est pas la technologie qui fait la classe inversée. Elle peut-être la faciliter. Je tiens à préciser ça, j'aurais dû le dire tout à l'heure, elle la facilite certainement, hein, sans aucun doute, mais ce n'est pas ça qui fait la classe inversée. La classe inversée, c'est comment justement je peux modifier des pratiques pour rendre les étudiants, les apprenants beaucoup plus actifs. Et la première partie de l'ouvrage, qui est essentiellement partie de Cynthia, elle en parlerait bien mieux que moi, mais ce que je veux dire est consacré justement à une réflexion autour de ce que signifient les pédagogies actives. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la classe inversée sans bien comprendre ce que signifient ces pédagogies-là dans l'enseignement en général, l'enseignement-apprentissage en général, et plus particulièrement évidemment celui des langues. Alors ça, ce sera la première partie. Je laisse, voilà. je laisse peut-être Marc aborder la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, c'est la mise en œuvre de la classe inversée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai parlé des capsules vidéo, etc. Donc, pour introduire la classe inversée, il est bon de partir du type 1 de la classe inversée. Donc, ici, dans cette partie, on offre une méthodologie de conception, réalisation de capsules vidéo, donc à partir d'outils précis. Aussi, on explique comment réaliser la feuille de route, et donc suivant aussi les outils disponibles, comme l'a dit Philippe. La classe inversée n'est pas associée automatiquement au numérique, donc suivant les outils dont dispose l'enseignant. Donc, je répète, la classe inversée doit être adaptée au contexte de l'enseignement, c'est-à-dire les outils des élèves, quels outils ils ont, les enseignants aussi, etc. Donc là, on explique donc une méthodologie donc de conception, réalisation de classe inversée qui va de la capsule vidéo jusqu'à la feuille de route, et bien sûr donc la publication sur YouTube, c'est intéressant de cette capsule, parce que l'intérêt aussi des capsules vidéo, c'est d'être vu par d'autres enseignants du monde entier. Là aussi, il faut souligner ça, c'est que l'avantage de la classe inversée, c'est que toutes ces capsules vidéo-là peuvent être mutualisées, partagées avec d'autres enseignants. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, les capsules, je conseille beaucoup d'en faire soi-même, parce que déjà, le fait d'en faire soi-même, donc, elle est adaptée à son contexte d'enseignement. 2, en faisant au moins une, on sait exactement quels sont les critères d'une bonne capsule vidéo, parce qu'on est passé déjà par, on a mis la main dans le cambouis, comme on dit, les mains dans le cambouis. Donc, on sait comment ça se fait, et après, on est plus à même de savoir d'un coup d'œil si la capsule est bonne, si elle a été préparée ou pas. Voilà. Parce qu'il y a tout à voir. D'accord. On peut en trouver en ligne dès à présent. Il y a des réseaux comme ça où on peut arriver à voir ce type de capsule. Oui, il y a des capsules, vous cherchez sur Internet, il y a des capsules vidéo déjà faites par beaucoup d'enseignants, des capsules qui sont très bien faites, des capsules moins bonnes, etc. Donc, bien sûr, le plus difficile, c'est de trouver une capsule adaptée à sa séquence, mais on peut en trouver, bien sûr. Donc, c'est tout l'intérêt. Absolument. On peut citer notamment très connue, celle de Marie Soulier, que l'on connaît bien dans le monde de la classe inversée. Mais c'est vrai, juste pour souligner un petit peu plus ce que disait Marc, je crois qu'il y a deux choses. Il y a les capsules toutes faites, elles sont pratiques. Il faut le reconnaître parce que c'est chronophage. Ça peut être vraiment chronophage de créer des capsules, mais reconnaissons quand même que si nous voulons véritablement que le contenu de la capsule soit adapté à nos besoins, il y a certainement une réflexion à faire sur d'où vient la capsule. Est-ce que je l'élabore moi ou est-ce que je vais la chercher
quelque part sur Internet. Par contre, et je me permets d'insister aussi là-dessus, puisqu'on parle beaucoup souvent du travail collaboratif disons, entre apprenants. Peut-être qu'il y a aussi un travail collaboratif à renforcer auprès des enseignants d'une même équipe pour que justement on ne soit pas chacun dans notre coin en train de fabriquer une capsule, je ne sais pas moi, par exemple, sur comment travailler le passé composé et le collègue du même établissement en train également de travailler une même capsule. Et ça, or, ce sont des choses qui peuvent arriver si on ne collabore pas assez. Et là, c'est dommage. Absolument, de absolument. ne pas mieux profiter de ces ressources internes. Peut-être aussi, justement, à côté de ce côté interdisciplinaire, voilà, qui est de plus en plus. En fait, c'est un sujet aussi pour les étudiants de master, hein, de travailler sur la classe inversée interdisciplinaire et de plus en plus est fréquente. Donc, si on revient sur ce que contient cette deuxième partie, certes, la capsule vidéo qui constitue dans le type 1 5% de la classe inversée, on a aussi une matrice didactique justement pour inverser sa classe. Ça veut dire que pour vous aujourd'hui, si vous souhaitez justement avoir une certaine méthodologie d'inversion de classe, nous avons conçu une matrice pour vous pour inverser votre classe, mais aussi des fiches pédagogiques toutes faites par des enseignants comme vous, hein, qui se sont lancés dans la classe inversée et qui ont voulu justement parler de leur pratique. Donc, ce sont des fiches, je dirais, entre guillemets, prêtes à porter, à bien sûr contextualiser en fonction de votre pays, de votre établissement. Et bien sûr, une troisième partie où il y a des témoignages d'enseignants qui ont dit, justement, moi, j'ai utilisé la classe inversée parce que voici comment mes apprenants ont été surpris, ou voilà comment est-ce qu'ils ont réagi, qu'est-ce qui a changé dans ma salle de classe, qu'est-ce qui n'a pas changé dans ma salle de classe, etc. Donc, je vous invite vivement à regarder ces entretiens, ces témoignages des enseignants. Voilà, donc peut-être aussi, si vous me permettez, un dernier point, parce que on a parlé justement du numérique tout à l'heure, et c'est vrai que par exemple, avant la pandémie, il y en a beaucoup qui travaillaient la classe inversée sans technologie aucune. Moi, j'en connais, la doyenne de l'Université de Montréal de sciences de l'éducation, elle le faisait entièrement avec zéro technologie. Mais c'est vrai que le mariage réussi entre la classe inversée et le numérique est vraiment au mérite d'être mentionné parce que la classe inversée parle avec le numérique le même langage que les étudiants d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans un monde numérique, on est dans un monde connecté en permanence et on a, nous, enseignants de FLE, cette possibilité d'ubiquité, je dirais, mais même de se dédoubler à travers donc des capsules vidéo. C'est une démarche, je dirais, asynchrone qui permet justement des étudiants, donc asynchrone en dehors de la classe, qui permet justement aux apprenants de la visionner en temps et heure qu'ils souhaitent. Donc, encore une fois, on revient à cette inversion de temps et du lieu. Donc, le dispositif de formation devient hybride, hein, au sens où il combine ces deux modalités. Et moi, je dirais, au lieu de bannir et de combattre les technologies en salle de FLE, approprions-nous cette culture numérique, cette culture vidéo, parce que ça peut être un allié. Voilà. Bien. Alors, tout à fait. Oui. Je pense qu'on est à peu près à la fin de notre échange, mais il y a eu des questions qui ont été posées. Je ne sais pas si on pouvait peut-être voir les différentes questions et répondre rapidement. Oui, alors, il y a notamment une question liée aux compétences qui peuvent être travaillées, notamment sur les niveaux les plus bas, les niveaux A1 et A2, parce que je comprends, je peux comprendre les réticences. Mais comment un apprenant peut, sur un niveau A1 ou A2, un apprenant en langue, intervenir, disons, être en dynamique de classe inversée? Justement, je crois que ce n'est pas un problème en soi, à condition, évidemment, que l'on prenne en compte que ce n'est pas toute la classe, et je crois que j'insiste bien là-dessus, on n'est pas en train de dire que c'est le cours
de la minute 0 à la minute 59 qui va être en mode inversé. Non, non. Donc, mettons par exemple même sur un niveau A1 ou un niveau A2, mais c'est tout à fait, on pourrait le faire sur d'autres niveaux, mais même sur un niveau A1 ou A2, partir à la découverte par exemple du lexique. Est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'une partie de ce travail lexical se réalise justement avant le cours avec une feuille de route? Il ne s'agit pas d'abandonner les apprenants tout seuls au milieu de ce désert de mots qu'ils ne connaîtraient pas et tout ça, mais si on faisait une feuille de route et qu'on les incite en plus à la recherche, n'oublions pas que le volume complémentaire du cadre européen met en avant aussi cet aspect de savoir être autonome et savoir faire des recherches sur Internet. C'est les mettre déjà face à un outil authentique, l'authenticité qui obsède tant le professeur de FLE, et bien cette authenticité dans l'action de rechercher du vocabulaire et donc arriver, quand il arrive en classe, arriver déjà avec une réflexion, je ne dis pas être compétent pour savoir directement peut-être réutiliser ce vocabulaire, mais déjà, tiens, ça me dit quelque chose. Eh bien, voilà ce que c'est. Faire peut-être des connexions avec d'autres langues. Cette mise en avant du plurilinguisme, la sienne et d'autres qu'il connaît. Bien, tout ce travail que le professeur, disons, dans un cours, on va dire traditionnel, dirait, ben ça, si vous avez le temps, cherchez à la maison, mais après coup, non. Là, ça va être avant, et vous allez voir qu'en plus, ça va être utile pour le cours, et c'est là que c'est important. Ils vont se rendre compte que ce travail en amont sur le lexique va les aider peut-être à mieux comprendre la compréhension audio ou vidéo qu'on va leur mettre, ou peut-être à mieux comprendre le texte auquel ils vont être soumis, le petit texte à lire, même de quelques lignes, mais ils auront déjà exploré un petit peu le vocabulaire. Et bien ça, je pense que sur un niveau 1 ou A2, ça nous permet de travailler toutes les compétences et c'est tout à fait faisable à condition d'être guidé, accompagné, comme nous l'avons dit. Et peut-être Philippe aussi, même on a parlé de niveau en fait de débutant à 1, même auprès des petits. Donc vous regardez dans les fiches, il y a une fiche par exemple pour la classe maternelle, carrément avec des étudiants qui sont pas francophones, qui s'appelle Jouer avec les chiffres et les couleurs. Justement, où on implique, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la famille c'est ce qui se faisait dans cette fiche. C'est un DVD qui est donné aux parents en amont. Ils sont même les parents, donc voilà, dans une dynamique de plurilinguisme, eux-mêmes aussi se mettent à apprendre le français ou bien se mettent justement dans cette dynamique plurilingue parce que c'est valorisant de part et d'autre. Et je dirais aussi ce que souvent on oublie, que la classe inversée, c'est aussi adopter un style de travail durable dans le temps. Donc, au départ, avec des étudiants A1 et A2, on baisse les bras, on dit oui, ça va pas marcher, etc. Et c'est vrai qu'au départ, si eux, ils sont pas habitués aussi à travailler dans cette modalité, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, le plus souvent, justement, c'est normal de parvenir à changer leurs habitudes, d'être exposés à la matière. Ça prend du temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude de visionner une vidéo à la maison. Et si on vient en classe et on résume nous-mêmes la vidéo, ils vont dire la fois prochaine, elle va le faire. Donc, à quoi bon la regarder? Donc, il y a des astuces comme ça. Et dans le dernier chapitre de la première partie, on parle de beaucoup de conseils, mais d'astuces aussi pour que cette classe inversée réussisse. Moi-même, j'ai failli baisser les bras à un certain moment, mais heureusement que j'ai continué et je vois maintenant la différence. Voilà. Alors, peut-être une dernière question avant de nous quitter. Je ne sais pas si Marc, tu pourrais peut-être intervenir là-dessus. Une question sur est-ce que toutes les compétences peuvent être travaillées dans la classe inversée de FLE? Oui, bien sûr, on peut travailler toutes les compétences, compréhension orale, expression, compréhension écrite. C'est-à-dire, il ne faut pas. Alors, ce que je dis aussi en formation, ne mettez surtout pas en veille ce que vous faites classiquement en tant qu'enseignant sans la classe inversée. C'est-à-dire, ce que vous faites en tant qu'enseignant, c'est très utile pour mettre en œuvre la classe inversée. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, compréhension écrite, vous pouvez faire une capsule sur pour comment aider à mieux comprendre un texte de tel niveau. Ce que vous faites en classe, vous le mettez dans une capsule.
Et donc, ce qu'on disait pour les petits niveaux, par exemple, savoir se présenter. Donc, chacun sait dans son pays où sont les difficultés de chacun de ses étudiants. Dans chaque culture, il y a peut-être des problèmes avec une certaine vocalisation, les voyelles, les consonnes, on ne sait pas. Donc, l'enseignant, il peut là ajouter une petite capsule, même pour les petits niveaux. Et on peut travailler toutes les compétences, il n'y a pas de problème. Hein. La classe inversée, vraiment, on peut travailler toutes les compétences. Ce que l'enseignant fait en classe, il peut le faire au travers du dispositif classe inversée, il n'y a pas de problème. Très bien. Bien, je crois qu'on est arrivé à peu près au terme du temps que nous avions prévu. Bien sûr, on n'a pu qu'effleurer le sujet, hein, c'est clair, mais je pense que j'espère que pour les étudiants ou futurs étudiants peut-être qui ont regardé ce webinaire, ça a pu les aider à mieux comprendre ce sujet et les possibilités de pouvoir faire peut-être une recherche au niveau master sur cette thématique. Voilà, je voulais vraiment vous remercier tous les trois d'avoir très gentiment pris le temps d'avoir participé donc à ce premier webinaire que j'ai organisé dans le cadre de mon cours de méthodologie de la recherche. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Merci beaucoup Stéphane et merci à tous les participants. D'abord, merci. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Voilà. Oui. C'est bon, je pense que c'est toi qui ferme. Je vais fermer, voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop. Ah. Oui.